Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Céline Leheurteux. Bonjour Céline. Bonjour Sophie. Alors Céline, tu es vétérinaire, sortie de l'Université de Montréal en 1999 et tu es fondatrice de l'entreprise YouthBag. Alors le YouthBag, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, est la première housse mortuaire vétérinaire. Alors Céline, il serait juste, il me semble, de dire que tu es quelqu'un de très engagé et que cela se traduit aussi bien dans ton projet que dans ta gestion de ton entreprise, ton désir d'améliorer le bien-être des équipes vétérinaires, ta conscience écologique, ainsi que dans ton statut de femme dans le monde des affaires. Et à mon avis, la liste ne s'arrête pas là. Enfin, je précise que tu es made in France, mais que tu as grandi au Québec. Tu es maman de 3 enfants et pas de surprise ou pas trop de surprise, ton temps libre est passé en famille, dans la nature, en compagnie de ton bouvier australien Pepper. Tu crées également des composantes végétales méditatives, une activité qui m'est complètement inconnue, donc j'espère que tu pourras nous en parler tout à l'heure. Merci Céline d'être parmi nous. Eh mon Dieu, quel plaisir, je me découvre en t'écoutant. Écoute, tant mieux. Mais je pense que tu as plein de choses à ton tour à nous raconter. Donc, je te propose de démarrer avec notre question habituelle qui est « Pourquoi vétérinaire ?» Oui, alors moi j'ai eu la chance d'avoir l'appel solennel, l'appel céleste. J'avais à peu près 8 ou 10 ans et j'ai toujours grandi avec des animaux. Là, nous on habitait à Montréal et mon père était un peu un mésadapté citadin, il était un peu forcé de vivre à la campagne, mais en ville, mais c'était la campagne, c'est sa passion. Donc on avait des poules, des pigeons, on avait un ménate, on avait des lézards, on avait un chat. Bon. Et moi ça m'a toujours amené un bien-être d'être en présence d'animaux. Puis à un moment donné, je regardais la télé et j'écoutais beaucoup de télé quand j'étais jeune. Donc si vos enfants écoutaient beaucoup la télé, ne vous découragez pas. Mais là, j'avais vu un vétérinaire, tu sais, qui prenait soin d'un chien qui s'était fait frapper par une voiture. Puis là, il y avait une fracture de la mâchoire, il était en choc, il pouvait l'émigre, là, il y avait des lacérations. Puis là, le vétérinaire arrive, là, tu sais, avec sa cape, là, puis il réussit à changer le cours des choses. J'ai dit, moi, c'est ce que je veux faire. Je veux changer le cours des choses, je veux aider les animaux, aider les gens, changer la tournure. Quelque chose va très, très mal, et moi, je veux faire quelque chose qui fait que ça va aller très, très bien. Donc, c'est ça qui m'a vraiment confirmé que c'était ça que je voulais faire. Puis là, c'était une obsession. J'ai fait tout le parcours assez pénible au niveau académique pour être vétérinaire, mais je ne pouvais pas me projeter sans faire vétérinaire. J'aurais eu de la difficulté, bien que j'ai plein d'autres intérêts là, mais c'était vraiment ce qui m'appelait le plus. Et donc tu as fait tes études au Canada, tu peux nous expliquer un peu le parcours là-bas parce que je pense qu'il diffère un peu de celui de la France. Oui, tout à fait différent. Donc nous tout le système scolaire est divisé autrement. Pas tout à fait non plus le système anglo-saxon, mais donc on arrive à l'âge de 18 ans, on fait ce qu'on appelle un cégep. Alors au Québec, on fait les choses toujours différemment des autres, au Canada, différemment de partout dans le monde. On a un système complètement unique où c'est pas une prépa, mais c'est 2 années où est-ce qu'on va soit choisir un programme plutôt scientifique ou plutôt sciences humaines, et puis sciences pures si on veut, ou sciences humaines. Puis c'est ce qu'on doit faire pour être admis pour pouvoir présenter notre candidature en médecine vétérinaire. Et on fait ces 2 années-là, on fait du mieux qu'on peut et on soumet notre candidature. Et à l'époque, heureusement, il y avait une entrevue. Donc on avait soit la candidature, c'était à peu près 70% sur
basé sur le dossier académique et 30% sur l'entrevue. Et puis maintenant, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus d'entrevue. C'est seulement sur les performances académiques. Et moi, heureusement, j'avais tellement de passion pour le domaine vétérinaire que ça m'a aidé parce que au niveau académique, c'était bien, mais comme en France, la compétition est extrêmement élevée pour le programme de médecine humaine, médecine dentaire, médecine vétérinaire. C'est les programmes les plus contingentés. Donc, on a à peu près un candidat sur 10 qui va être retenu. Et donc, c'est ainsi que ça fonctionne. On soumet la candidature au mois de mars et puis on sait si on est pris au mois de mai, quelque chose comme ça. Puis on débute en septembre. Donc, il n'y a pas la prépa et tout ça. Ce qui est aussi différent, c'est que nous, on n'a pas de thèse à présenter à la fin. À l'époque, en 95, quand j'ai commencé mes études, c'était un programme de 4 ans. Et maintenant, c'est un programme de 5 ans depuis peut-être 2003, un truc comme ça. Ouais, c'est comme ça. Puis moi, quand j'ai été reçue, là, j'étais tellement excitée, là, parce que moi, j'ai pas réussi la première fois. Je n'ai pas été retenue. Donc, je suis allée faire un certificat en écologie à l'Université du Québec à Montréal. Et donc, ensuite, j'ai été reçue 1 an plus tard. Et j'étais tellement énervée que ma lettre d'admission, je voulais pas la perdre. Je l'ai cachée quelque part pour être sûre de pas la perdre. Puis là, je l'ai complètement oubliée. Puis j'ai oublié de confirmer que je prenais la place en médecine vétérinaire. Je m'en suis souvenue genre la veille. Puis c'était comme mon rêve d'enfant. Elle était complètement gâchée. Mais finalement, heureusement, ma mère m'a dit, mais est-ce que t'as envoyé ta feuille? Non! Panique à bord. Je suis allée à Saint-Hyacinthe. J'ai convaincu le docteur Garon. Puis voilà, tout a bien été. Mais oh, mon Dieu, la vie, hein? Donc ouais, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Tout est bien qui finit bien. Et au terme de contenu, donc j'imagine, vous avez une partie évidemment plutôt académique et puis des stages. C'est ça. En fait, on avait que des stages en 4e année, où est-ce qu'on avait ce qu'on appelle un tronc commun. Donc, on devait tous passer par un programme de base de médecine équine, médecine bovine, petits animaux chirurgie, petits animaux médecine interne et tout ça. Puis on avait des stages aussi à l'extérieur de la faculté, des stages qui duraient à l'époque 3 ou 4 semaines, je me souviens plus. Puis maintenant, ils ont diminué ça à 2 semaines, je comprends pas, mais ouais, c'était comme ça que ça se passait. Mais c'était juste en 4e année qu'on avait des stages. En 3e année, on avait des comment on appelait ça déjà? Des exercices cliniques. Alors, on faisait une ovariostérectomie de chat, de chien, une castration de chat, de chien. C'est à peu près tout pour nous préparer pour la vraie vie. Et là-dedans, on était soit chirurgien, anesthésiste ou assistant en chirurgie, en tout cas. Donc, on n'avait pas beaucoup de pratique. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, malheureusement. Mais ça n'a pas non plus vraiment changé. Oui, c'est un peu partout pareil. Hein. Et tu te destines dès le début aux petits animaux? Non, pas du tout. Alors moi, je me vois, là, j'ai une espèce de fantasme, là, je veux être vétérinaire bovine, puisque j'aime la campagne. J'ai grandi à Montréal. Mais puis je montais beaucoup à cheval, adolescente, donc les chevaux aussi m'intéressaient, mais tu sais, j'avais aucune idée du contexte. Et puis quand j'ai fait mes stages en médecine bovine, je me suis rendu compte que je faisais pas partie du club. Là. Il y a trop de choses que je comprenais pas. Je me suis dit, mais donc je me suis dit non, je pense que je vais aller dans les animaux de compagnie. En fait, je suis assez attirée par la conservation aussi, l'environnement. Mm-hmm. Donc, tout de suite après d'avoir terminé, j'ai commencé la pratique en petits animaux. Puis je me suis dit, dans le fond, c'est quand même le domaine de pratique qui va m'offrir le plus de liberté. Moi, c'est un moteur très important dans ma vie, la liberté. Et donc, je vais pouvoir travailler dans des cliniques et puis potentiellement prendre du temps hors clinique et puis voyager, faire des missions à droite à gauche, entre autres en environnement ou en humanitaire. Puis j'ai aussi un peu trempé dans la conservation des tortues marines, conservation des amphibiens, tout ça. Puis j'ai été appelée à faire une revue de littérature sur la conservation de la rainette faux-grillon, qui est une espèce menacée au Québec. Menacée par, tu vois, genre les grands projets de shopping mall, de grands magasins. Puis dans le fond, au Québec, on détruit et partout dans le monde, en fait, on détruit des environnements vulnérables pour mettre des gros magasins qu'on peut retrouver 10 kilomètres plus loin. Mais j'étais chargée de faire la revue de littérature. Puis là, je me souviens, je suis allée à l'université McGill à Montréal. C'est la super université de réputation internationale au Canada, une superbe institution. J'étais dans le sous-sol, dans la section de la biologie. Puis là, je voyais là qu'il y avait des centaines de mètres de littérature qui expliquent aux humains comment faire pour conserver la nature, puis protéger les espèces menacées, puis ça. Puis
J'étais comme, mais tout le monde s'en fout, en fait. Personne les lit. Personne les lit, puis surtout personne les met en action. Je veux dire, les gens, on le sait comment faire, mais on veut pas le faire. Donc, ça m'a vraiment découragée. Je me suis dit, écoute, on sait tous comment conserver la rainette Fougrillon de l'Est. Là, c'est assez évident, c'est écrit noir sur blanc. Mais pendant la durée de ma recherche, disons, ma revue de littérature qui a duré quelques mois, je pense sur les 16 étangs de reproduction qui restaient dans le sud du Québec, il y en a comme 7 qui ont disparu pour faire des quincailleries ou des supermarchés. Là, je me suis dit, bon, Céline, là, toi que tu as un si grand désir de faire la différence, de changer les choses, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu vas réussir? Je pense que tu vas juste être frustrée. Donc, je me suis dit à la place, je pense qu'il vaut mieux que j'achète un terrain, que je plante des arbres, puis que je laisse, que je crée un habitat, parce que c'est ça le plus grand stress sur les espèces menacées, c'est l'habitat, c'est pas la pollution, comme ils nous font croire, là. Donc, j'ai pris cette option-là, je me suis dit, ben, va en médecine des petits animaux, tu vas avoir beaucoup de travail, tu vas pas générer des revenus qui potentiellement vont pouvoir servir pour aider un tout petit bout de la nature. Fait que j'ai comme ramené mes attentes à quelque chose de plus à ma portée. Puis j'ai abandonné le domaine, si on veut, de la conservation, puis du militantisme, puis tout ça. Puis je me suis dit, bon, small is beautiful. Voilà, je regrette pas vraiment, mais c'est un choix que j'ai fait, mais j'aurais pu faire autrement. Je suis assez admirative, en fait. C'est une façon très mature et réfléchie de faire les choses. Quand je me reprojette à cet âge-là, je suis pas sûre d'avoir pris les mêmes décisions. C'est chouette. Dis-moi la suite, ton entrée dans le monde du travail alors. Donc tu te dis, ok, ça y est, je vais vers les animaux de compagnie. Et puis à travers de ça, je travaillais dans un milieu agricole que j'aimais beaucoup parce que c'était surtout des producteurs laitiers, donc qui avaient quand même une certaine notion de la vie, la mort, le respect le cycle de la vie, la compréhension de oui, il va mourir incessamment ou non, on peut faire quelque chose. Tu sais, j'aimais beaucoup que mes clients aient énormément de bon sens. Puis qu'on était dans un contexte où il y avait beaucoup de confiance entre les clients et puis les vétérinaires. Ils nous faisaient confiance. J'étais associée je pratiquais, j'exerçais dans une clinique bovine principalement. Puis c'était un peu roots là, tu sais. On essayait des traitements un peu conventionnels. On avait la confiance un peu de nos collègues bovins qui nous disaient nous dans les vaches on fait ça. Puis on essayait beaucoup de choses. On n'était pas by the book. On n'était pas moi j'en pouvais plus là de la faculté avec toutes les tu sais, il fallait toujours être si tu pouvais pas avoir toutes les conditions absolument gagnantes, valait mieux que tu fasses rien puis tu l'euthanasies. Moi, j'aimais ça qu'on puisse essayer de faire quelque chose, même si c'était pas exactement recommandé par un board certified surgeon, qu'on peut juste essayer de dire au client, quand t'as toute connaissance de cause, écoute, je sais pas si ça va marcher, mais qu'est-ce que t'en penses? On le laissait, puis si on le laissait, ça fonctionne pas, on fait autre chose, tu sais. Tandis que dans un milieu urbain, on n'avait pas la même connexion avec nos clients, tandis que moi, souvent, les clients, c'était des clients qui étaient clients de la pratique bovine, puis c'était leur animal de ferme. Fait qu'on essayait beaucoup de choses. On avait beaucoup de liberté, beaucoup de confréries entre nous. On était une dizaine de vétérinaires. Et j'adorais ça, là, rentrer à la clinique, ça sentait la vitamine B. Là, il y avait des médicaments pour les vaches. Puis des fois, on prenait des médicaments de vaches, puis on utilisait ça pour les... J'aimais beaucoup qu'on puisse d'être encore quand même en contact avec tout le spectre de la médecine vétérinaire en exercice sans être juste dans une clinique de petits animaux. J'ai vraiment beaucoup aimé ces années-là, puis ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Puis après, j'ai été appelée à travailler en ville, puis les gens disaient tu fais ça, ces chirurgies-là, tu fais des ablations de tête fémorale, t'as-tu pris des cours de spécialité? Non, je n'ai pas fait des cours de spécialité, il y a quelqu'un qui m'a montré, puis on a essayé, puis les clients nous faisaient confiance. C'était une autre époque que je regrette quelque part, où est-ce que, tu sais, on avait plus de liberté en termes de pratique, on avait moins de pression, les gens étaient plus en mesure il y avait une meilleure gestion du risque, je trouve. Tu sais, maintenant, le risque zéro, là, tu sais, faut jamais fait, je trouve ça, c'était une belle époque. J'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre de vétérinaires bovins et canins et félins d'expérience, puis avec beaucoup d'audace. Ouais, puis de confiance en eux. C'était super. De belles années. Chouette. Et donc tu vas travailler en ville, en petits animaux. À quel moment du coup surgit ta super idée de housse mortuaire?
est-ce que la fibre entrepreneuriale, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi? Ben oui, c'est ça. Ben finalement, fait que je vais travailler en ville. Finalement, le 3/4 des animaux sont un peu déséquilibrés, surtout les chats. Tout le monde les chats sont pas de bonne humeur, sont pas épanouis. Donc finalement, je me retranche, je reviens à la campagne. Puis là, ben la fibre entrepreneuriale, non, moi c'était vraiment genre, ok, moi je vais être vétérinaire, ouais, l'argent ça m'intéresse pas. Puis tu sais, je fais ça. C'était déjà un tellement gros défi d'être un vétérinaire potable que pendant 10 ans, j'ai pas du tout pensé à ça. Mais moi, j'ai été élevée dans une culture familiale entrepreneuriale. T'sais, mes parents me disaient toujours, faut que tu démarres un truc, faut que tu sois libre, faut que tu fasses des trucs bien, faut que tu fasses la différence, faut pas bosser juste pour bosser. Gna, gna. Puis là, moi, mon père il m'avait bricolé, il l'avait fait pour mon frère aussi, mais un triporteur. Il avait acheté un tricycle, puis il avait fait une espèce de grosse boîte isolée. Puis là, il nous envoyait vendre de la crème glacée dans les parcs, de façon tout à fait sans permis, sans autorisation municipale. On se faisait courser par les policiers de la ville de Montréal. Ils disaient, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit de vendre de la crème glacée, t'as pas le droit de travailler, t'es trop jeune. Genre, j'avais 12 ans. J'étais tellement petite, j'arrivais même pas à aller chercher les crèmes glacées dans le fond de la glacière. Fait que je monte sur la roue. J'arrivais même pas dans les côtes, j'arrivais pas à pédaler avec mon vélo, fallait que je le tire. Ça, c'était un peu... Mais, tu sais, mon père m'emmenait en Renault 5 à l'époque, au Québec. Mes parents étaient français. Puis il y avait pas beaucoup de Renault, mais moi, on avait une Renault 5, puis là, on allait chez le distributeur de crème glacée. Puis là, mon père me disait, ben vas-y, achète, qu'est-ce que tu penses que tu vas vendre? T'sais, c'était toute une école à 12 ans, mais je vais prendre une boîte popsicle au chocolat, je vais prendre des cornets à la vanille, je vais en prendre la moitié au chocolat. Tu sais, c'était toute une école. Fallait que j'achète ça avec mon argent, puis après ça, j'allais vendre ça dans le parc. Bon, donc ça m'a quand même... mais je peux pas dire que j'étais comme, oh oui, j'aime tellement ça, la vente, c'est génial. Mais je me disais, waouh, quand même, tu sais, ça me faisait des revenus vraiment importants quand même. Quand je faisais des bonnes journées, tu sais, c'était vraiment tu sais, je pouvais faire 100 $ à l'époque dans la journée. C'était incroyable pour une fille de 12 ans. Là. Mais j'espérais quand même toujours qu'il pleuve pour pas être obligée d'aller sortir le tricycle, puis commencer à dire Révélo, crème glacée, 7-Up, Coke, jus, puis tout ça. Mon Dieu, j'avais tellement honte, mais je le faisais. Puis donc ça, c'est sûr que ça a été une bonne école. Puis après, je me suis dit, moi, j'ai fait ça, je vendais la crème glacée. Moi, je fais plus ça. Je veux juste être vétérinaire, je veux rien savoir de faire un business. Mais finalement, j'ai quand même... ça m'a quand même appris. Et puis après, on avait un projet familial de reforestation qu'on a débuté au début des années 2000 avec mes parents et mon frère. Puis c'était tellement coûteux que je me disais que mon salaire de vétérinaire, je pourrais pas garder ces 15 hectares de reforestation. C'est trop coûteux, c'est un projet trop ambitieux. Ben pas ambitieux, mais trop d'envergure pour nous. Ouais, va falloir que je monte une entreprise pour générer des revenus, pour être capable de garder cet endroit qui avait beaucoup de valeur pour moi, parce que c'était mon père qui avait débuté ça, puis on avait acheté une ferme abandonnée, un pâturage abandonné dans lequel on a planté plus de 10 000 arbres. Puis on se dit, on va planter des arbres, puis après ça, tu sais, ça va faire une belle forêt, puis après ça, ça coûtera pas cher d'entretien, puis on s'est complètement mis dans l'œil, parce que, tu sais, une fois que tu perturbes un milieu naturel, là, une forêt, là, puis qu'après tu vas en refaire une autre, là, il y a plus du tout d'équilibre, faut que tu sois super interventionniste. Moi, je compare ça à des enfants, tu sais, c'est facile de faire des enfants, mais après ça, les amener à maturité, là. C'est toute une autre histoire. Mais c'est la même chose, les arbres, là. Tu sais, les gens sont, oh, je vais planter un arbre. Ouais, OK, t'es-tu prêt à l'entretenir pendant 18 ans? Parce qu'après, il y a de la compétition. Après ça, il va fourcher. Après ça, il pogne un chancre. Après ça, il y a un rongeur qui coupe la tête. Après ça, c'est un castor. Après ça, ça finit plus. Donc, c'est ça. Il a fallu que je me dise, bon, ouais, je pense qu'il faudrait que je parte une entreprise, mais c'est pas vraiment comme ça que c'est arrivé, en fait. Souvent, les gens vont me demander, comment as-tu pensé à Eutabag? Du coup, si je comprends bien, dans l'ordre, tu t'étais quand même déjà dit, faudrait que je fasse autre chose que, entre guillemets, juste vétérinaire praticien. Ouais, c'est ça, j'aime bien ça. Juste, tu sais, comme si c'était pas suffisant, là. C'est le rêve de ma vie, juste faire ça. C'est ça. C'était déjà vraiment amplement, là. Je vois pas pourquoi il fallait que je fasse un truc par-dessus. Mais oui, j'étais quand même aux aguets de me dire, si je pouvais trouver une idée, si je pouvais trouver le bouton à 4 trous, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Trouver un truc qui fait la différence, auquel personne n'a pensé, puis que ce serait du repeat business, puis que ce serait un truc vraiment de base, là. Tu sais, pas un truc qui est sujet aux modes, puis aux tendances, puis un truc vraiment, le bouton à 4 trous.
Puis au début, je me souviens, pendant mes études, j'avais eu l'idée de faire une espèce de dispositif, tu sais, pour provoquer les chaleurs des chattes, tu sais, pour que les gens puissent avoir un peu de temps pour faire l'ovariohystérectomie quand ils pouvaient pas, il y avait pas les moyens ou ça marchait pas. J'avais même pensé à ça déjà, mais ça fonctionnait pas. Ça me donnait. Puis là, ben finalement, j'ai mis le projet auto-entrepreneurial sur pause pendant à peu près, c'est sur 15 ans. Et puis après, ben Eutabag, en fait, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment as-tu pensé à ça? Bon. Et c'est sûr. Comment est-ce que quelqu'un peut décider de créer une housse mortuaire? Alors que j'avais pas j'étais pas destinée à ça. Mais c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs milliers d'euthanasies que j'ai fait, comme vétérinaire, qui est le rêve de ma vie, pour lequel c'est le métier pour lequel j'ai le plus de respect. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde, c'est le plus difficile du monde. Ben, entre guillemets, là, mais puis là, je me disais, mais par contre, là, je suis fière de tout ce que je fais. Vous pouvez filmer tout ce que je peux vous expliquer ce que je fais, vous faire ce que, tu sais, je peux dire ce que je fais puis faire ce que je dis. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, quand j'arrivais au dernier moment, puis que je devais mettre l'animal dans un sac poubelle, là, je me disais, oh mon Dieu, si mes clients me voyaient faire ça. C'est pas digne d'un vétérinaire. Un vétérinaire, là, ça fait mieux que ça. Puis à chaque fois, je me disais, ça, j'ai dit ça faire ça, puis je veux tellement pas que mes clients me voient. Pour moi, c'était la honte. Si mes clients me voyaient faire ça, j'étais comme, mon Dieu, ils me disaient, mais voyons, Céline, t'as pas trouvé quelque chose de mieux que ça? C'est mon bébé. Je dors avec depuis 25 ans, il connaît tous mes secrets, il est irremplaçable, c'est la joie de ma vie, c'est la seule personne à qui je parle, je sais pas, là, tu sais. J'étais comme, oh mon Dieu, non, c'est pas possible. Tu sais, c'était trop, la symbolique était trop puissante, puis ça m'énervait. Puis à un moment donné, j'avais eu un congé de maternité, puis j'avais un peu plus d'espace dans ma tête, je pense. C'est ça qu'il faut que je fasse, puis je l'ai présenté à mes amis de fac, on avait une petite réunion de promo, tu sais, puis je leur disais, hey, j'ai pensé à un truc. Puis tout le monde me regardait un peu genre, ouais, c'est une bonne idée, Céline, mais c'est bizarre. Là, tu sais, j'ai comme pensé à ça, je me suis dit, hey, ça, là, wow, le bouton à 4 trous, personne n'a pensé à ça. Là, je regarde, je suis chez moi, le soir après la clinique, je regarde, tu sais, housse mortuaire, body bag, pet. Puis là, tu sais, je tombe juste sur des sites super glauques là, avec des cadaver bags pour les humains, puis là, des affaires de crémation d'humains, des trucs. Là, je suis comme, mon Dieu, si quelqu'un saisit mon ordinateur, ils vont penser que je suis en train de planifier, tu sais, une tuerie, là, tu sais. J'étais comme, mon Dieu, puis j'avais un peu honte, je regardais que sûr que personne rentre dans la salle, tu sais. J'étais comme, mais sur quelque chose, puis là, plusieurs soirs de suite, je me souviens, il y a sûrement un body bag au Japon, ils ont pensé à ça. En Italie, il y a quelqu'un qui a fait ça, c'est sûr. Tout existe, là. Tu sais. Il y avait rien. Je savais, Colin, j'ai trouvé le bouton, un 4 trous. Let's go. Mais j'étais comme moi. Mais tu sais, c'est un peu sinistre quand même. C'est pas glamour du tout. C'est comme glauque au max. J'étais comme, OK, je trouve un truc qui pourrait marcher économiquement. Mais, non, le fin de vie, les animaux morts. Bleh. Mais là, c'est vrai, c'est juste incroyable. Ça a pris comme 24 heures. Tu sais, un peu comme tu rencontres quelqu'un, tu dis, oh, ouais, il est un peu lourd, il est un peu ci, les pieds trop grands, tu sais, il a les cheveux trop longs, tu sais, oh non, il est pas blanc. Là, finalement, le charme s'opère. Ça a pris comme 24 heures, je me suis dit, mais non, mais c'est extraordinaire, en fait. C'est le sujet le plus cool au monde parce que tout le monde s'en fout. Moi, j'aime bien être toute seule à faire un truc. J'aime pas ça compétitionner avec d'autres personnes. J'étais comme personne, tout le monde s'en fout, ça peut juste s'améliorer. En fait, c'est tellement nul actuellement ce qu'on fait, on peut juste faire mieux, puis moi, je vais faire ça. Et ça, là, j'ai vraiment, comme on dit au Québec, je suis tombée en amour avec le concept. L'idée, le domaine, le fait que c'était un truc mal aimé. Là, je me suis dit, moi, je vais amener de la lumière, moi, je vais l'aimer, moi, je vais faire mieux. Ah oui, puis j'avais tellement souffert de ne pas avoir eu de formation autour de l'euthanasie que j'ai dit, là, ça y est, si j'ai trouvé mon match, j'ai trouvé mon X. Puis j'avais réalisé avec une cliente, un jour, t'es rentrée dans ma salle de consultation, je la reconnais pas. Mais je vois que quand elle me voit, elle me reconnaît, puis là, elle se met à pleurer. Je fais, wow, bonjour, madame, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mes clients, ils ont des vies difficiles, il y a beaucoup de drames, il y a des accidents, il y a de la maladie, plein de problèmes. Mais là, je la vois, elle, je dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Son mari l'a laissé, elle a le cancer, je lui rappelle sa fille qui est morte, je sais pas c'est quoi. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe, madame? Elle dit, non, ça va, mais c'est vous, c'est parce que, là, je vous reconnais, c'est vous qui avez euthanasié mon chat. Là, je me dis, oh, OK.
moi, je vous reconnais pas, j'ai dit dans ma tête. Mais, que ça fait combien de temps? Là, je me dis, ça doit faire 2 semaines. Si elle pleure encore, ben, elle dit, ça fait 2 ans. Ah ouais, OK. Je dis, OK. Puis là, elle pleure devant moi, qui est une inconnue. OK, là, je dis, mais qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que j'avais des convulsions ou j'ai manqué la veine ou j'ai pas dit la bonne chose? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, non, c'était tellement beau. Elle m'a dit, là, je te vois, puis mon chat, je m'ennuie, puis ça me ramène dans ce moment. Je fais comme, oh, OK. Moi, j'avais aucune idée, genre, j'avais 28 ans, j'étais comme, OK. Je savais pas que les gens traversaient ça. Je savais même pas c'était quoi un deuil. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. Je faisais une euthanasie, puis après ça, ben, j'enlevais ça de ma mémoire, je passais à d'autres choses, puis tu sais, je nettoyais la mémoire vive. Et ça m'a fait comme, wow, OK, c'est vraiment quelque chose d'important, là. Là, moi, je laisse des traces dans la vie des gens pour le restant de leur jour, peut-être. Là. C'est wow. Puis j'ai pas été formée là-dessus, puis je fais pas plus attention que ça. Je veux dire, je fais attention, mais je prends pas des mesures comme je prendrais si je faisais une amputation, si je faisais une transfusion sanguine. Tu sais, là, tu fais vraiment super, tu te renseignes, puis tu as des références. Là, j'avais aucune référence, puis je me disais, bon, ben, j'euthanasie animal, c'est le mieux que je peux. Je me disais, je suis désolée, tout comme ça, mais il y a plus de science que ça, tu sais, dans le fond. L'euthanasie, c'est un art, en fait. C'est la science de la mort puis l'art de l'euthanasie, tu sais. Donc, c'est là que cette passion pour ce sujet, à prime abord, pas passionnant du tout, est née, en fait. En me disant qu'on pouvait juste faire mieux, puis que je pourrais honorer ma profession en faisant mieux, puis en faisant que les clients se sentent mieux, puis qu'on fasse moins de dommages involontairement. Des fois, on dit pas les bons trucs, on n'utilise pas les bonnes molécules, puis on fait des dommages émotionnels, si on veut, ou on laisse des traces négatives. Mais on n'est pas obligé de faire ça. C'est juste parce qu'on manque de formation. Ouais, donc immédiatement, il y a l'idée de la housse, mais il y a vraiment tout l'écosystème du deuil autour. T'as déjà directement cette idée d'accompagnement, de formation des équipes qui prend forme. Absolument, oui, parce que pour moi, j'ai tellement souffert. J'en ai tellement raté des euthanasies. Ben, tu sais, je dis ça, je sais pas, je m'en souviens de 3 ou 4, là, mais c'est 3 ou 4 de trop, là. C'est inutile d'avoir raté ça. Pourquoi il n'y a aucune bonne raison en 2023 d'être encore aussi peu équipé. Là, je parle parce qu'en fait, on a accueilli un nouveau vétérinaire, peut-être, je sais pas moi, en 2015 à la clinique. Je me suis dit, elle, ça fait 20 ans de plus que moi, elle a été formée, c'est sûr qu'à la faculté de médecine vétérinaire, ils ont adapté, là, 20 ans plus tard, c'est évident. Puis le lendemain de sa première soirée, les ASV étaient comme, oh, ça a pas bien été, les euthanasies. Elle savait qu'est-ce qu'elle a pris, ben, elle savait pas trop. Elle était pas formée. Donc là, je me suis dit, oh, là, faut vraiment que c'est là que j'ai décidé de faire une plateforme de formation, puis je me suis dit, voyons, ça fait que moi, au départ, là, je suis vétérinaire. C'est mon rêve d'enfant. C'est le plus beau métier du monde. Puis je vois que j'ai encore des collègues qui souffrent, puis qui, en plus, amènent une certaine souffrance aux familles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été formés. Tu sais, je trouve que c'est tellement de gaspillage d'énergie. Moi, j'ai eu tellement de stress. Je me suis tellement sentie comme un imposteur. Je me suis tellement flagellée parce que j'avais raté la veine, parce que l'animal, il y avait pas une sédation assez forte, puis que là, il avait démontré des signes d'inconfort. Tu sais, je me suis dit, mais pourquoi? Ça a pas lieu d'être. Alors oui, c'est comme ça que tout de suite, j'ai joint les deux parce que mon identité primaire, c'est d'être vétérinaire. Ensuite de ça, c'est de m'intéresser à la fin de vie, mais c'était vraiment d'aider, de former, puis ensemble, ben, de faire œuvre utile, de vendre un produit, de gagner ma vie avec ça, puis en même temps, de faire la différence dans la vie des équipes vétérinaires et des familles également, et de l'animal également, en le fournissant, en améliorant l'expérience de l'euthanasie pour lui aussi. C'est vraiment dans une relation tripartite, là, patient, famille, vétérinaire, d'essayer d'améliorer tout ça. Comme tu dis, dans cet écosystème. On en est où d'ailleurs aujourd'hui à ce sujet? Tu vois une vraie amélioration, alors grâce en partie à toi évidemment, et peut-être grâce à plus de formation sur le terrain. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ah oui, puis vraiment, tu sais, une volonté sincère de la plupart des équipes vétérinaires de faire mieux. Ils comprennent, ils sont tous des amoureux des animaux. D'ailleurs, hein, tu sais, on entend ça de plus en plus, les vétérinaires sont là pour l'argent. Ça me tue, là. Mais j'ai encore lu une étude là c'était pas une étude, c'est le résultat d'un sondage de DVM 360, qui est une revue vétérinaire très très réputée aux États-Unis. Ils ont fait un sondage en 2015, demandé aux vétérinaires pourquoi vous êtes vétérinaire. 93%
à 96, c'est parce qu'ils aiment les animaux. Alors, tu sais, c'est comme, on se fait dire maintenant qu'on est là pour l'argent, mais rien n'a changé. Là, c'est toujours pareil, on est toujours pour les mêmes raisons, mais donc on veut tous, on comprend tous, puis c'est ça qui nous a amené là, la force et la valeur du lien homme-animal qui est irremplaçable par quoi que ce soit, c'est unique. Puis toutes les cliniques vétérinaires, tu sais, la plupart là, ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Ils font vraiment beaucoup d'efforts. Moi, je trouve depuis 15-20 ans. Puis évidemment, ceux avec qui je suis en contact, c'est ceux qui en font déjà beaucoup. Il y en a qui mettent moins d'importance, mais je trouve qu'il y a beaucoup de volonté. Mais tu sais, c'est toujours pareil. Quand tu essaies juste de ton propre chef de t'améliorer, ça va moins vite que quand tu te formes à l'extérieur. Donc moi, je vois que ça a beaucoup évolué. Les gens sont très à l'écoute, puis essaient de leur mieux, mais c'est pas uniformisé. Puis c'est que ça évolue moins vite. Et ce qui me peine, c'est que c'est hétérogène au maximum, puis que les clients n'ont pas vraiment de moyens de choisir. Ils savent pas. Si pour eux, c'est hyper important, ben je pense que c'est important pour tous, mais comment vont-ils choisir l'endroit où est-ce qu'ils vont faire euthanasie leur animal? Souvent, ils vont juste aller chez leur vétérinaire. Mais admettons qu'ils n'ont pas de vétérinaire, ils ont déménagé ou leur animal n'a jamais consulté pour plein de raisons. Comment je vais faire pour choisir? Est-ce que le vétérinaire que je vais prendre aujourd'hui, que je vais sélectionner aujourd'hui, ou peut-être juste celui qui va avoir une place pour moi, est-ce qu'il va utiliser une sédation? Est-ce qu'il va m'expliquer avant toutes les étapes? Est-ce qu'il va me préparer? Est-ce qu'il va me... C'est complètement aléatoire. Tu sais pas quel type d'expérience tu vas avoir. Est-ce que je vais devoir passer devant tout le monde après en larmes, ou est-ce qu'il va y avoir une sortie vers l'arrière, je vais pouvoir aller directement voir. Tu sais, tu sais pas, là. Donc, tu sais, ça serait bien que je trouve que ce soit un peu plus uniformisé, mais la volonté, là. Tu sais, moi, j'ai presque dans tous les centaines de milliers de vétérinaires avec qui je suis en contact, il y a personne qui me dit non, mais nous, c'est au top, là. On n'a pas besoin de s'améliorer, là. Tout est parfait. Tu sais, personne me dit ça, tout le monde, aussi bon qu'ils soient, ils veulent tous améliorer ça. Parce que c'est l'expérience qui va également nous redonner quelque chose comme vétérinaire de plus en plus. Tu sais, c'est difficile d'avoir de la reconnaissance des clients, mais avec l'euthanasie, les gens, ils prennent le temps, ils écrivent des cartes, ils reviennent apporter un bouquet de fleurs. Tu sais, c'est fou, là. Tu fais beaucoup plus dans d'autres situations, puis t'auras pas nécessairement vraiment de reconnaissance, mais là-dessus, c'est quand même une façon d'aller se ressourcer. Moi, je trouve bizarrement avec l'euthanasie, c'est que tu mets des efforts, mais tout de suite, tu vois la connexion, tu vois ce que ça a donné, puis tu sens la reconnaissance des gens. Fait que, autant qu'au départ, l'euthanasie, pour moi, c'était un stress quand je voyais que j'en avais, que maintenant que je possède le truc, c'est au contraire une source d'accomplissement, puis de motivation. Fills up my tank. Ça remplit mon réservoir d'empathie comme d'autres activités peuvent le faire. Mais donc, ouais, je trouve ça génial d'avoir pu renverser comme ça la vapeur. Puis je veux permettre à d'autres de vivre ça parce que c'est un tel soulagement pour moi. Ouais, tu soulignes le fait qu'on se rappelle tous et toutes de mauvaises euthanasies. Je pense qu'à l'inverse, on se rappelle aussi des belles euthanasies. Et effectivement, je rejoins ce que tu dis sur quelque part cette sacralisation de l'acte qui apporte beaucoup de bien-être à tout le monde en fait, en fin de compte. Exactement, ouais. Quand on est maître de nos moyens, ouais. Mais quand on l'est pas, là, on frôle la catastrophe tout le temps, puis chaque étape, et potentiellement, il y a un risque de problème, en fait. Mais parce que c'est comme ça, quand je commençais, tu savais jamais comment ça allait se dérouler, tu sais. C'était un peu la boîte à surprise. Oh, j'ai une euthanasie, tu sais, comment ça va aller? Mais une fois que tu maîtrises le truc, c'est super simple, il y a aucun acte, il y a pas d'autre acte vétérinaire qui est aussi simple, quelque part, anticipé, mais voilà, quand tu marches là-dessus comme nouveau, spécialement les nouveaux diplômés, moi j'ai beaucoup d'empathie pour eux. C'est tellement difficile de rentrer en pratique, en exercice de la médecine vétérinaire. Tu sais, c'est le bootcamp, là, c'est vraiment tellement exigeant. Puis en plus, tu leur rajoutes l'euthanasie. Bienvenue dans le club. Puis là, tu sais, t'es chanceux, quelqu'un va t'en parler pendant une demi-heure, dis ça, tu peux utiliser telle molécule à tel dosage. Peut-être qu'ils vont dire ça. Puis sinon, souvent, il y en a qui sont juste lancés en pratique, puis c'est l'ASV qui va dire, ben oui, docteur Chose, lui, il fait ça, l'autre docteur, il fait ça. Pourquoi on fait ça?
Il faut qu'on les chouchoute, nos nouveaux, la relève, là. On a besoin d'eux. Ouais. Ouais, bah, j'imagine que c'est pareil au Canada que par chez nous. Petite crise du recrutement, là. On est en manque et en déperdition assez rapide de la race vétérinaire. Exactement. Puis nous, en plus, au Québec, cette année, ben là, c'est ce mois-ci, ma promo, on a perdu notre première collègue qui s'est enlevé la vie. On avait été épargnés de ça. On pensait que voilà. Ouais. Puis on sait pas ce qui s'est passé. L'euthanasie ne va pas nécessairement être le facteur principal, mais c'est démontré que l'euthanasie est un stresseur supplémentaire, un parmi tant d'autres. Et voilà, tout ce on sait pas. Des fois, ça tient à très très peu ces décisions-là. Puis des fois, améliorer cet aspect-là dans une pratique, autant pour les ASV que pour les vétérinaires, ça peut faire une différence. Plusieurs personnes me l'ont dit. Tu sais, moi, je suis quitté la pratique vétérinaire parce que c'était trop pour moi. Ça, c'était trop pour moi. L'euthanasie, c'était trop pour moi. J'étais pas bien préparée. J'étais pas fière de l'expérience qu'on donnait aux familles. Les sacs de poubelle, ça me déprimait. Les gens méritaient pas ça. Là. Donc, un des angles qu'on peut travailler pour soulager un peu les équipes. Donc ça, je trouve ça très motivant. Alors, je reboucle sur le commencement. Donc, tu as cette idée. Donc, 24 heures pour tomber amoureuse de ton projet. Et du coup, après, comment ça se passe? Après, là, je me dis, tant qu'à lancer un produit, là, c'est un produit qu'il faut qu'il fonctionne. Il faut que ça marche 100% pour les vétérinaires. Il faut que ce soit, premièrement, que ça puisse régler les problèmes que l'autre solution n'aurait pas, donc qu'on puisse insérer un corps facilement, faut pas que ça coule, faut pas que ça déchire, faut que ça soit économique abordable, je veux dire, pas que ça soit positionné comme un produit, un matériel médical et non comme un produit funéraire. Donc j'avais tous ces ce cahier de charge, si on veut, sur le produit que je voulais qui fonctionne pour les vétérinaires, qui soit créé par une vétérinaire pour les vétérinaires. Puis c'était ça aussi. Il y avait des produits sur le marché. Ils ouvraient pas du bon côté. Il y avait une fermeture à glissière en partie d'équilibre, donc ça coulait. Ou tu sais, ça se fermait avec un ruban. Bon, c'était des trucs un peu trop poétiques, là. Pas assez pratiques. Donc puis je me suis dit, bon, ben, faut que je réinvente, faut que je parte de zéro pour être sûr qu'on peut trouver la meilleure solution possible. Donc là, j'étais comme, je travaillais avec des espèces de design un peu d'origami japonais, là. Je commençais avec une poche avec des ficelles pour le fermer, des velcro, des machins. J'ai fait le tour vraiment des designs pendant plusieurs années, je vais être honnête, là. Je faisais ça un peu, tu sais, dans mes temps libres. En train quand j'allaitais ma fille, tu sais, où je faisais de la sauce à spaghetti, tu sais, des moments où t'es pas nécessairement super efficace. Puis à un moment donné, je suis revenue, puis là, à un moment donné, je suis retournée en pratique. J'ai pensé à ça pendant mon premier congé de maternité. Je suis retournée en pratique, en exercice. Puis là, à un moment donné, la meilleure cliente là, de la clinique, elle est belle, elle est gentille, elle venait d'Angleterre, elle arrivait, tu sais, dans sa MG décapotable avec son chien, elle avait pas d'enfant, elle avait ses amis, tu sais, elle était parfaite, elle disait oui à tous les traitements, nous apportait des biscuits, elle était tellement merveilleuse. Finalement, j'ai dû une de ses filles qu'elle avait qu'elle avait rescapée. Il a fallu que je l'euthanasie sur la table de chirurgie, elle était en carcinomatose, bon, tout ça. Fait que là, puis là, j'y explique. Elle dit, oui, OK, ça va, oui. C'est bien. Ben, je vais venir la chercher. Je vais l'enterrer chez moi. OK. Et là, je dis, oh non, elle va l'enterrer chez elle. Puis je dis, oh non, dans quoi on va la mettre? Tu sais, c'est notre meilleure cliente. Elle est tellement gentille. Je veux pas qu'elle saute. Je veux pas qu'elle la voie dans un sac poubelle. Je veux pas que ça coule dans sa MG. Il y a pas de bois de la bonne grandeur. Dans quoi? Puis là, on était tout en panique, là, l'équipe. On dit, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais, pour cette dame qu'on aime tant? Dans quoi on va le mettre? Une vieille couverture ou un nom? Mais j'étais comme, mais c'est quoi cette situation-là? Qu'est-ce qu'on vit ici, là? C'est quoi ça, là? Ce stress-là? Inutile. J'ai dit, là, ça suffit. Pour elle, là, je vais faire une housse mortuaire parce que cette cliente-là, là, elle mérite ça. Puis nous, on mérite de ne pas être stressé comme ça. C'est complètement ridicule. Là, ça m'a donné tu sais, le petit coup de fouet que j'avais besoin. Puis là, j'ai consulté un designer industriel. Ça existe. Je savais pas que ça existait. Mais un ami d'enfance, sa femme était designer industriel. Donc là, j'ai dit, OK, je t'engage. Puis on fait une housse mortuaire qui fonctionne ensemble. Voici ce que j'ai besoin. Quel tissu, machin. Puis là, on s'est mis là-dessus. Puis là, on l'a fait. Ça, c'était mon deuxième congé de maternité.
pendant que mon garçon était aux couches. Là, on a fait ça avec elle. Donc là, on a démarré plus rapidement. Et puis, puis mon père aussi m'a dit, là, ça suffit tes idées, là, vas-y, fais-le, là, puis lance-le ton produit, puis on y accouche de ton truc, là. Donc, on est parti comme ça. Donc ça devait être dans les années 2012, à peu près 2010-2012. Et puis là, là, c'est de prototype en prototype. Alors, ce qui se passe, là, t'as une idée. T'es chez toi, t'as une idée, c'est merveilleux. Bon, là, faut que tu fasses un design, faut que tu fasses des dessins techniques. Ça, c'est super. Là, tu trouves une couturière. Moi, j'ai trouvé une couturière qui travaillait au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, l'amie d'une amie. J'ai dit, peux-tu me faire des prototypes? Là, je les essayais à la clinique, puis ça marchait plus ou moins, puis ça coulait, puis machin. Puis après ça, quelqu'un me dit, hey, je connais une Québécoise qui design des habits de pompiers. Elle est reconnue à travers le monde. Elle habite à 20 km de chez toi. Va la voir avec ton truc. Je vais en va la voir avec mon truc, la couturière d'uniforme de pompier. Elle me dit, ben, tu préfères la couture comme ci, puis comme ça. Puis là, je retourne voir fait que je vais voir comme ça des couturières de théâtre, des couturières de pompiers. Je parle à mon oncle, je parle à mon ami qui fait de la couture, tout ça. Puis on finit par dire, bon, ben, ça va être une fermeture à glissière, puis il va y avoir 2 rebords, puis ils vont être par-dessus, puis ça va être laminé, puis tout ça. OK, on fait ça comme ça. Donc ça prend encore une autre année. Je fais pas ça à temps plein. Et là, finalement, j'ai un prototype, je sais ce que je vais faire, j'ai un dessin industriel, puis là, il faut que tu fasses faire ça en Chine. Ben, en Chine. J'essaie de le faire au Québec. J'essaie de le faire en matière recyclée dès le départ. Je perds encore beaucoup de temps là-dessus. Une autre année, aller rencontrer des usines. Bon, ben, quelle serait à terme votre capacité de production? Ouais, ben, 10 000 unités. Ouf, OK, ça sera pas assez. Donc j'étais tellement petite c'est ça le problème quand tu as une idée comme ça puis que tu es tout petit, ben t'as pas de valeur pour les gens qui pourraient produire pour toi. Ou alors ils veulent en produire trop, ou alors ils pourront jamais en produire assez, ou alors c'est trop cher, ou alors t'as des gens qui peuvent pas te fournir une formule. Moi, je voulais une formule intégrée, tu sais, je voulais pas me mettre à acheter des fermetures à glissière, des zips quelque part, acheter le tissu à une autre place, puis être là en train de coordonner ça sur des bateaux. Je voulais une usine qui pouvait juste me faire mon produit. Et ça a été super long. Personne voulait ou me disait oui, puis me répondait jamais parce que combien d'unités tu vas vouloir? Ben, 10 000. Je vais commencer avec 10 000. C'est rien, 10 000 unités. Personne ne veut faire ça. Donc là, finalement, encore sur mon ordinateur, à regarder des body bags, des trucs bizarres sur mon ordi. Puis là, finalement, je vois qu'il y avait un fournisseur qui faisait la promotion du fait qu'il utilisait de la matière recyclée dans ses sacs. Il faisait des boîtes à lunch, des sacs réutilisables pour les épiceries. Je vois, eux, ça marchera jamais, mais je veux quand même les contacter. Je n'avais déjà contacté plein qui faisaient déjà des body bags ou qui faisaient des trucs qui étaient un peu reliés, du matériel médical, des choses comme ça, mais personne ne me répondait. Puis finalement, je dis, bon, je vais essayer ceux-là, ils me répondront pas, c'est sûr. Puis là, elle me répond super rapidement. Puis elle me dit, hey, oui, ton projet m'intéresse, on pourrait te faire des prototypes et tout ça. Wow, OK. Il y a de la matière recyclée? Oui, on peut mettre 30% de matière recyclée. Wow, OK, super. Puis après ça m'a pris un bout de temps à comprendre pourquoi c'était intéressant mon projet, parce que c'était complètement à l'extérieur des boîtes à lunch qu'elle faisait ou des sacs d'épicerie qui étaient leur spécialité. Après ça, j'ai compris, elle m'a montré ses tatouages. La fille était tatouée partout sur le corps. En dessous, moi, je pouvais pas le voir quand je la rencontrais en personne, mais en dessous de ses vêtements, là, c'était tous les animaux de sa vie qu'elle avait eu tatoués sur son corps. Fait que, tu sais, elle, les animaux de compagnie, là, la dignité, là, pour elle, c'était hyper important. C'est pour ça que quand elle a vu mon projet, elle dit c'était pas du tout dans mes cordes, mais elle dit j'ai convaincu mon patron parce que je croyais trop dans ton projet. Donc c'est comme ça qu'on a réussi. Heureusement, cette usine-là avait une capacité de production importante, mais on n'était tellement pas important pour eux qu'on était toujours remis en dessous de la pile, Donc ça a pris entre le moment où on a fait notre premier prototype et puis qu'on a eu le final où est-ce que le tissu était assez résistant, où est-ce qu'il y avait assez c'était la bonne couleur puis qui était bien collé, puis ça a pris énormément de temps. C'était ridicule, mais c'est parce que c'est ça, t'as des catégories de clients, puis on était dans la catégorie D, là. On n'était pas des clients intéressants au départ. Alors que maintenant, si je demande un prototype, je l'ai à peu près en maximum 2 semaines. Je peux demander maintenant toutes sortes de fantaisies. Là. Maintenant, je suis un client A, mais là, je suis un client D. Donc, entre chaque prototype, ça prenait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Puis après ça, finalement, on a un prototype. J'approuve un tissu. Je suis dans un chalet avec mes amis vétérinaires. Là, je dis, les gars, j'ai mon prototype final, on le teste aujourd'hui. On met un de nos copains vétérinaires le plus costaud.
et le plus beau. On le met dans le X large, puis on se dit, OK, on fait un parcours à obstacles dans la cuisine. OK, faut prendre un virage, comme à la clinique, quand faut que tu prennes un virage pour aller dans le congélateur, machin. On le trimballe, notre ami là-dedans. Ça tient, c'est merveilleux. Ils me disent, OK, Céline, c'est génial, on va t'en acheter. C'était des propriétaires des grands centres d'urgence de la région de Montréal. Donc déjà, j'étais assurée d'avoir un client. Puis je le teste avec eux. Je dis à Monsieur Wang en Chine, Monsieur Wang en Chine, on y va. Ça y est, tout est beau. Bon tissu, bon zipper. Tu me fais même à faire fois 10 000. Première commande. Je m'engage à acheter ça, qui est l'équivalent à peu près de la mise de fonds pour acheter une maison. Mais moi, je suis assez folle. Je crois dans mon projet assez pour dire que je vais acheter 10 000 housses mortuaires. Puis si jamais ça marche pas, je peux rien faire avec. Je vais juste pouvoir les vendre dans un marché aux puces pour mettre des chaussures d'hiver. Tu sais, c'était un truc, j'étais comme, qu'est-ce que je fais si ça marche pas? Je le fais pareil. C'était complètement fou. Puis donc, ça a été super long, là. Ça a vraiment été une course à obstacles. Et tu sais, je trouve ça regrettable qu'il n'y ait pas, en tout cas, il n'y a pas ça au Canada, mais tu sais, de l'aide pour les entrepreneurs comme ça, pour les inventeurs, là, de dire, bon, mais t'as un projet, on va t'aider à le faire faire, te faire des prototypes et tout ça, parce que c'est tellement galère. J'aurais tellement pu abandonner dans ce chemin-là qui a pris finalement plusieurs années. Mais en tout cas, j'ai quand même survécu. Fait que là, finalement, je fais faire 10 000 housses en Chine avec échantillons pré-production approuvés, le tissu, machin truc. Finalement, je coordonne une campagne de lancement avec ça, congrès vétérinaire, dans les magazines vétérinaires, tous les différents canaux, les médias sociaux, Puis là, je reçois ma première production. Puis là, c'était n'importe quoi. Là, c'était comme classique. Là, maintenant, je le sais, c'est classique. Tu fais faire ta première production en Chine. Monsieur Wang, il s'en fout. T'es un petit client. T'as juste fait 10 000 unités. C'est la fille des ventes qui a convaincu Monsieur Wang de faire ce projet-là. Il voulait pas le faire. Il a pas pris le bon tissu. Il a pas pris la bonne épaisseur de tissu. Mais dans une housse mortuaire, pour un grand Danois, là, le grade de tissu est hyper important. Fait que là, la première production, les sacs déchiraient. Je voulais tellement être loin du sac noir de poubelle qu'on avait au Québec que j'ai fait faire un sac blanc. Alors là, que les vieux animaux, que le derrière souillé, ça souillait le sac. C'était un peu une catastrophe. Au lieu de coller comme il devait faire à la colle chaude, il a juste décidé de mettre un tape double face. Donc, ça se décollait. Ah, c'était un fiasco, là. Total. Je me souviens, il y a mon ami qui est le actionnaire du centre d'urgence de Montréal. Il m'envoie un texto, là, je l'oublierai jamais, là. Il y a genre un Golden Retriever, là, il y a une patte qui passe à travers le sac, il dit Céline, on a un petit problème. Là, je me souviens, là, je me suis dit, je traversais un pont, là, en voiture, j'ai dit, je pense que je vais me jeter en bas du pont. J'ai dit, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est Céline Le Heurteux, là. Ça, c'est toutes tes économies, là, que t'as mis dans un container, là, de housse mortuaire, là, puis c'est ça que ça donne, là. La patte du chien passe à travers. Non, mais t'es une ratée, t'es nulle, ça vaut pas de la chenoute, là. Si ton nom est associé à ça, en plus, les gens savent que c'est toi. J'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je vais sauter en bas du pont. Puis là, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, je suis tellement désolée. Sébastien. Il dit, mais c'est pas grave, là. Je veux dire, c'est mieux qu'un sac poubelle. Je dis, ouais. Ben, c'est ça, continue. Tu feras mieux la prochaine fois, c'est tout. On va continuer à les prendre, là, t'inquiète. Je suis comme, t'es sûr? Tu veux dire encore mon ami? Je dis, mais oui, mais non. Donc, j'ai eu la chance, d'avoir des amis, mais mon Dieu, c'est tellement galère faire en Chine, là. C'est ridicule. Maintenant, après, après un autre copain est entrepreneur, j'ai expliqué, puis il m'a dit, ben oui, mais là, t'engages une firme de contrôle de la qualité à l'extérieur. Je dis, oui, mais Monsieur Wang m'avait dit qu'il y avait un contrôle de la qualité, j'avais fait tous les critères, tout ce qu'il devait tester. Mais oui, mais non, c'est pas comme ça, faut que tu prennes une autre firme. Ça coûte 300 $ américains pour une inspection. J'ai comme, quoi? Wow, c'est tellement pas cher en plus. Fait que, j'ai appris comme ça, à force de parler avec des copains, à force de lire, machin. Mais c'est comme, t'es vraiment sur un champ miné, là, un champ de mine, et puis tu t'avances, puis tu fais des erreurs, ça t'explose, tu vas à côté. Ben, c'est vraiment... si j'avais su, là, je compare ça à avoir des enfants, là, si j'avais su à quel point ça allait être difficile, là, je l'aurais pas fait. Tu sais, je pouvais pas imaginer que ça allait être compliqué comme ça. J'allais être sans ressources. Là, j'avançais là-dedans, moi, comme Bambi, là, tu sais, avec mon idée. Puis le bouton à 4 trous, c'est tellement évident, tout le monde va en acheter. Je vais les faire, ça va être super. Là. Mais finalement, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mais au bout du compte, finalement, une fois que tu vois que c'est des montagnes russes, que t'as des highs quand tu vends ta première commande, puis t'as des downs quand tu reçois le texto de la patte qui passe à travers, mais faut juste que tu aies confiance que tu vas remonter. Quand tu descends, tu sais que tu vas remonter à un moment donné, c'est une question de temps. Mais voilà, je sais pas, c'est comme ça un peu que ça a commencé, très très galère, mais un peu comme quand j'ai commencé les premières euthanasies, pas équipée du tout, pas de formation. Quand je me suis lancée en entrepreneuriat, tu sais, je me suis dit je vais faire comme en médecine vétérinaire, tu sais, première amputation, aucune idée comment on fait ça, ouvre le livre, regarde, tu sais, j'irai chercher
il y a ça qui est très, très positif dans une formation de vétérinaire, c'est qu'à un moment donné, on sait qu'on n'a pas besoin de savoir, il faut juste savoir chercher. Il faut avoir un peu de courage, puis d'inconscience, puis une gestion du risque plutôt, là. Mais ouais, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Ce serait quoi tes grands apprentissages de cette période-là? La résilience? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la résilience. Pas le choix. Et puis, comme aussi comme vétérinaire, c'est de mettre son ego de côté puis de dire, écoute, je fais mon max. J'essaie, je donne tout. Puis après ça, de là, le résultat, il m'appartient pas dans le sens où, pour moi, ce qui est important, c'était de faire mon maximum pour donner un produit de qualité aux vétérinaires. Puis de travailler en toute transparence, puis d'être à leur écoute. Puis de dire, écoute, OK, ça n'a pas marché, comment tu le vois, toi? Penses-tu que ça devrait... Puis de travailler ensemble avec mes clients, puis leur montrer que j'étais là pour les bonnes raisons. J'étais pas là pour faire... j'étais là pour leur offrir un produit de qualité, puis de la formation de qualité, puis qu'ensemble, ça fonctionne mieux. On avait tellement de choses à se dire avec Céline Leheurteux qu'on a largement débordé du timing qu'on s'était fixé. Alors plutôt que de diffuser un épisode long, on a préféré scinder en 2 épisodes. Comme ça, on vous maintient en haleine. En attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous et de vos collègues. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Veto Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.